Suite, les morts de demain, l'arsenal. La nature n'avait de cambrien que ce bout de chemin défoncé, presque enfui sous la double haie de manguiers d'Afrique, ce bout de chemin dont les eaux de pluie, recueillies dans des nids de poules, renvoyaient vers les fuseaux de lumière traversant les frondaisons d'inqualifiables reflets glissants. Pour le reste, nous vivions au XXe siècle et le coin d'ombre qui cachait Tchawa des regards indiscrets des passants de la grande route semblait être devenu un terminal des pulsations d'une ville moderne en repos. Bruit ruisselant des pneus de voiture sur le macadam, lointain brouhaha d'une vie humaine ralentie par l'écran matelassé de la nuit tombée, crescendo des mille et une voix des petits habitants du paysage sylvestre, aboiements rageurs de chiens qui font leur métier de gardien et, comme l'on se trouve dans une ville portuaire, le sifflet inattendu d'un navire en partance. Entre l'atmosphère du ciel, là-haut, et la clarté ténébreuse à ras de terre, l'éclairage de milliers de réverbères avait créé une autre couche de nuages translucides dans laquelle baignait l'environnement. Dans le jeu des clairs obscurs que diffusaient ces différentes luminescences, Tchawa eut l'impression qu'il officiait comme un dieu maléfique au fond de ses enfers, seul ordonnateur des mouvements insolites et divergents de l'ombre, seul cerveau construisant et détruisant à son gré les éphémérides. Il se sentait un personnage froid, d'où émanait pourtant la chaleur vivifiante de la vie des êtres et des choses environnantes, des souffles et des silences. Il se sentit puissant, car dans son cerveau, il suivait le durcissement de sa volonté ambulante. Celle-ci se déplaçait de l'hémisphère frontal au bulbe rachidien. Oui, sa volonté était d'acier, et l'homme qui, dans la maison du bord de la chaussée, là de l'autre côté de la rue bitumée et brillamment éclairée, retenait son épouse depuis près de 2 heures, cet homme, il allait la laminer comme on lamine une tranche de faux filet, comme on lamine une barre d'aluminium. La volonté de Tchawa, c'était sa première arme, une arme thermonucléaire prête à désintégrer tout. Il allait la manier comme un savant appuyant sur le bouton de lancement d'un missile nucléaire. Il allait la tournicoter comme un gladiateur ou comme un duelliste. Il allait la lâcher comme un répressif sud-africain lâchant des chiens sur un Xhosa. Il reviendrait, comme il est revenu de sa mission 2 jours à l'avance, à une heure indue, pour trouver que sa femme, au dire de la gouvernante, s'était rendue chez l'instituteur, un petit blanc qui, sous prétexte de s'intéresser particulièrement aux études des 2 petits Tchawa, tournait constamment autour de Madame Tchawa. En plus de la volonté de Tchawa, il y avait bien de la carabine calibre 12 posée à côté de lui, sur le sol. L'idéal lui était d'emmener un revolver. Mais Tchawa n'avait pas de revolver. Le préfet avait jugé pour lui inopportun l'achat d'un revolver. Or, en tant que chef d'un service provincial, Tchawa estimait qu'il avait le droit de se défendre avec un revolver, surtout maintenant que les malfaiteurs opéraient en bandes organisées et déterminées. En tout cas, revolver ou pas, ce vis-à-vis-là, caché avec Madame Tchawa dans une chambre close, parviendra à la même conclusion. Une vie aventureuse se paye en risque grave, en risque définitif. La main de Tchawa caressa le fusil puis, tout aussitôt, se reporta vers le poignard introduit entre le pantalon et le slip, au niveau de la chute du dos, là où commence le sillon séparant les 2 muscles du postérieur. Pour qu'il puisse continuer à se mouvoir librement, Tchawa avait placé son poignard verticalement, la pointe extrême orientée vers la colonne vertébrale. Brusquement, l'homme aux aguets se mit à sourire. Sa main abandonna le poignard et s'empara du nœud d'un très long chasse-mouche en queue de raie qu'un bambin à la mine déjà burinée lui avait vendu un jour aux Caraïbes. Quand, sur sa peau de dégénéré, le blanc instituteur sentira ses queues de raie labourées d'un blanc d'Europe occidentale, Tchawa se persuada qu'il en fera un peau rouge de Milwaukee devant sa femme. Quelque part, un cocteau réveillé chanta. Il chanta faux, et comme Tchawa n'aimait pas qu'on chantât faux, un mouvement d'humeur le poussa à s'emparer du fusil qu'il pointa machinalement dans la direction du chant du coq.
Il fit semblant de viser dans le noir, s'amusa à appuyer avec délectation sur la gâchette sans vouloir vraiment aller jusqu'au bout, jusqu'à la détonation. Pourtant, celle-ci éclata dans la nuit, percuta les ombres, se répercuta au loin et réduisit pendant quelques instants au silence toute voix qui n'était pas balistique. D'abord surpris, Chawa comprit qu'il venait de commettre plus qu'un impair, un délit. Instinctivement, il se jeta dans un caniveau avec tout son arsenal, puis, réalisant qu'une cachette de ce genre ne le dissimulerait pas aux yeux des officiers de l'armée qui habitaient ce quartier, il quitta rapidement son gîte provisoire, traversa la rue en courant et, sans l'avoir prémédité, alla frapper du poing contre la porte de l'appartement où sa femme était supposée le rendre cocu. Quelle heure était-il? Chawa se souvint d'être revenu de mission vers 21h. Ensuite, il avait pris une douche froide avant de s'habiller d'un pantalon et d'un blouson. Puis, après réflexion, il avait ajouté à son habillement un pagne et une toque à oussa. Enfin, il avait fait venir la gouvernante noire, une jeune et jolie compatriote, et l'avait regardée longuement. Il s'était ensuite approché d'elle, lentement, l'avait soulevée de terre pour la jeter littéralement dans le lit conjugal, et sans rire, il lui avait prédit que le lendemain, elle serait sa maîtresse. C'est devant elle qu'il avait composé son arsenal. Tout cela n'avait duré qu'1h30. Bon, 21h30, plus 1h30, plus 3 heures d'embuscade, cela fait bien 2 heures du matin. Il se faisait vraiment tard. La porte de l'appartement s'ouvrit en grand. L'instituteur blanc remplissait le rectangle béat de la porte. Dès que Chawa le vit, il lui lança au visage. « Monsieur le salaud, la révolution a commencé et moi, un révolutionnaire, je commence par vous. Vous allez apprendre à respecter le noir, même si celui-ci a pris pour épouse une vache malade de l'Occident. » Tout en parlant, Chawa brandissait son chasse-mouche. De toutes ses forces, il en cingla le visage de l'Européen qui se mit à saigner. « Là-dedans, salaud !» intima-t-il à l'instituteur, lui montrant le salon. L'instituteur recula. Chawa pénétra dans la pièce, ferma la porte et tira le verrou, pendant qu'au dehors, les officiers réveillés en sursaut tiraillaient comme des forcenés sur les luminosités bougeantes. Chawa s'avança vers l'Européen et, avec rage, frappa encore de son chasse-mouche. C'est à ce moment-là que Madame Chawa apparut, nue, belle. Pour la première fois, Chawa comprit pourquoi tant d'amis quémandaient sa sympathie et sollicitaient avec insistance d'entrer dans le cercle de ses intimes. Tous voulaient en fait s'approcher de Madame Chawa, la trop belle Madame Chawa. C'est avec plaisir que Chawa vit sa femme. Une bouffée de fierté réchauffa son esprit, pris dans une tourmente glacée. Une bouffée de désir se répandit dans une région précise de son être, et c'est cela, sans doute, qui détermina du comportement qu'il allait avoir pour la suite. D'abord, il parla. « Herménégilde, tu vas te rendre dans le salon et te coucher sur le divan. » Au lieu d'obéir, Herménégilde Chawa se mit à rire. « Tu as vraiment l'air d'un clone, Patrice, si tu te voyais. »« Herménégilde Chawa, reprit l'homme calmement, va t'étendre sur le divan. » Mais Hermégénilde riait toujours. Elle s'ébranla pour se diriger vers son mari. Ce dernier la laissa venir. Lorsqu'elle fut à 3 pas, il leva le bras que terminait le chasse-mouche, la baissa. Un cri sauvage emplit la pièce. Sur le corps de la Vénus blanche, des sillons sans primaire qui se mirent à drainer une sève rouge. Le cri agit sur l'instituteur comme un aiguillon. Le corps bandé, l'homme allait bondir sur Chawa quand une détonation inattendue transforma la pièce en site de polygone de lancement de fusées. L'instituteur brisa net son élan. Il se mit à trembler de tous ses membres. « Madame Chawa, je vous dis d'aller vous coucher sur le divan. Vous aussi, monsieur le salaud. Allez vous coucher sur le même divan. L'aventure se paye en risque définitif. Et vous allez payer. » La voix de Chawa était nette, mais calme. C'est seulement à ce moment-là qu'Herménégilde réalisa le drame. « Tu es fou, Patrice. Tu es fou. Reprends tes esprits. Que diable. Ne nous fais pas de mal, Patrice. Tu sais, Patrice, je t'aime toujours. J'ai eu un moment d'égarement, c'est tout. Songe aux enfants, Patrice. Songe aux petits que tu chéris tant. Je t'aime, Patrice. Ne nous fais pas de mal. » Herménégilde Chawa pleurait
essayait de sourire, en fait tremblait, reculait, avançait. Elle était lamentable. D'un pas inexorable, Chawa s'approcha du couple, sans être gros. Il ressemblait pourtant à un rouleau compresseur qui disposerait d'un œil diabolique, aurait une expression catastrophée et manierait une carabine calibre 12. Dans l'esprit du couple adultère, Chawa prenait les contours d'une divinité maléfique, implacable, faite d'ombres écrasantes et de lumières perforatrices, dont les plans du corps prenaient du relief, puis mouraient successivement, ressuscitaient pour se représenter sous forme d'abstraction colorée. Vous allez vous accoupler sous mes yeux jusqu'à ce que vous jouissiez de votre acte. Vous allez le réaliser, non pas parce que je veux assouvir un vice adhésif, mais pour vous convaincre que l'infidélité charnelle est un plaisir assumé aux dépens de quelqu'un. Vous m'entendez bien? Un plaisir. En fait, je voudrais vous responsabiliser et vous faire accéder au niveau spirituel de votre acte. Vous comprenez qu'ainsi, je reste réellement fraternel en essayant d'enlever à l'avènement qui nous réunit son côté bestial. Cette voix trop calme, née pourtant de la détonation de la carabine, semblait immatérielle. Ce nègre, trop calme, s'appelait détermination froide, cynisme délibéré, volonté farouche. Il était là, comme un démenti à un certain nombre de vérités, comme un dédain superbe. Il avait tiré, mais en l'air, pour se moquer, pour humilier. Il avait tiré sur la tête de deux blancs, dans un appartement habité par des blancs, dans un immeuble réservé aux blancs, près d'une rue à grande circulation, au petit matin. Et cela seul, déjà, représentait la coupure entre la réalité et le cauchemar, entre le sens et le non-sens. « Tu es fou, Patrice !» se convainquit à haute voix Madame Chawa. « Tu es fou !» Du coup, Chawa s'emporta. Ces deux-là ne devraient surtout pas le prendre pour un fou. Les autres, oui, mais pas ces deux-là. Tu connais Socrate, Aristote, Périclée et Démosthène, Dante et Virgile, Xerxès et Antaxerxès, Alexandre le Grand, Catherine la Grande, Élisabeth la Grande, Napoléon le Grand, Tchaka le Magnifique, Tolstoï et Dostoïevski, Pasternak et Solzhenitsyn, Bernard Shaw, Shakespeare, Defoe ou Malraux, Quetzler et Monod, Huxley et Camus, Moravia et Freud et Marx et Hegel et Steinbeck et Ricardo et Max Weber et Tutti Quanti. Tu les as entendus? Ils font quoi? Ils sont quoi qui n'est pas de la folie? À chacun sa folie, madame, à chacun son épouvantail. Toute notre vie, nous la passons à chercher à inoculer notre folie aux autres, à chercher à faire de notre folie individuelle la folie standard de tous les autres. Alors, pas d'histoire. Au divan. As-tu vu comme tous ces grands, tous ces hommes de culture s'accouplent avec l'esprit pour créer des hommes ou pour les tuer, pour les disséquer ou pour les rempailler, pour les dépecer, les observer, les incinérer ou leur ériger des statues, hein? Patrice, tu es fou. Patrice, tu es fou. N'as-tu rien fait pour que j'accède à ce suprême stade de l'évolution de l'esprit? Patrice, tu es fou. Heureusement pour vous, car autrement, vous seriez déjà mort. Allez, au divan et en vitesse. Chawa brandissait la carabine. Le couple des infidèles se coucha docilement sur le divan, l'un à côté de l'autre. Je veux vous voir l'un dans l'autre et avec passion. Vous m'entendez? Avec passion lorsque vous me croyez à 400 kilomètres d'ici. Une nervosité inquiétante s'était emparée de lui. Ses mains tremblaient, ses jambes tremblaient, sa tête tremblait, le fusil tremblait. Dehors, tout tremblait. L'instituteur se hasarda à regarder rapidement ce spectacle en face de lui et il eut la certitude que ce noir était devenu fou. Avec fébrilité, il attira Herménégilde, s'étendit sur elle et lui chuchota. « Si nous ne nous exécutons pas, il va nous tuer. Je ne comprends pas pourquoi les voisins de l'immeuble ne viennent pas à notre secours. Pourquoi y a-t-il une telle fusillade dehors ?» Un silence lourd tomba soudain dans la salle de séjour. On n'entendit plus que 3 respirations soufflant des mesures différentes. Une voix s'éleva tout aussi soudainement dans ce silence. Mais Herménégilde ne l'entendit pas. Ou plutôt, la voix ne la surprit pas. Cette voix qui imposait calmement, lentement,
1, 2, 1, 2, 1, 2. Elle la connaissait depuis des millénaires puisqu'elle l'entendait dans sa chair. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Madame Chawa se mit à rythmer l'acte de possession de l'homme, au son cadencé du métronome qui était devenu son mari, qui scandait 1, 2, 1, 2. 1, 2, murmurait Chawa. Oui, c'est comme ça. Nature, oui. C'est ainsi. Rêve, oui, oui. Matière mécanique, pomme infinie, c'est ainsi. C'est cela qu'il faut être, qu'il faut faire. Comme cela qu'il faut se douer de vie, qu'il faut naître à la vie, qu'il faut donner et redonner la vie. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Plus vite, plus profond, plus infernal. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le vent qui rase la terre ramasse les choses inertes et mortes et légères. Le voilà qui décolle pour cingler tes pieds, tes jambes nerveuses, tes hanches frénétiques, ton ventre en tempête. Le voici maintenant qui parvient à ton visage. Il les rafale, il les tourbillon, il les vertige. Le voilà, qu'il se concentre dans tes yeux, les chauffe, les refroidissent, les humecte, les dessèche, les inonde, les chavire. Te voilà en pamoison, femme, désir. Te voilà mise en orbite par la symphonie des 1, 2. Crève. Chawa atteignait le paroxysme du plaisir. Pour les deux amants, il agissait en écho du paroxysme divin béatificateur. Puis, brutalement, une douleur, deux douleurs, une symphonie de douleurs pénétrèrent dans le corps de Madame Chawa. L'on ne sut jamais si le râle qu'elle poussa exprimait la suprême félicité ou la douleur eschatologique, car Chawa venait encore de se servir de son chasse-mouche en queue de raie. La vive douleur qui se répandait tout à coup à travers les reins de l'instituteur fit se cabrer ceci. Ce mouvement brutal porta l'attribut masculin de l'homme au plus profond de la femme. Or, comme celle-ci avait ressenti les mêmes souffrances au même moment, une robuste contraction des muscles, plus particulièrement des muscles du bas-ventre, coinça sans rémission dans un spasme irrépressible l'attribut masculin. C'est à cause de cela qu'il cria, l'instituteur blanc, qu'il ne voula plus que crier au point de bloquer ses masséters et ses risorius dans la position superbéate d'un cadavre étendu, les maxillaires ouvertes. Chawa avait atteint son but. Sa femme s'était évanouie et son amant s'approchait du délirium. Chawa cessa de s'intéresser au couple et alla ouvrir, toute grande, la porte d'entrée de l'appartement. Un bruit infernal de guerre s'engouffra dans l'appartement, car dehors, il y avait déjà révolution à cause d'un coup de fusil nocturne. L'eau pointait à travers la nuit. Le cri insolite de l'instituteur dans le petit matin ému et inquiéta. Dans cet immeuble où n'habitaient que des blancs, une seule question apparut dans les cerveaux. Qui assassine-t-on? Et pour assouvir la curiosité qu'une telle interrogation peut faire naître, un remue-ménage soudain de gens courant dans tous les sens donna vie à l'immeuble. Le cri de l'instituteur blanc se prolongeait comme une sirène d'alarme. Chawa décida de créer le duo des névrosés. Il se mit lui aussi à crier. Il était habillé d'une toque aoussa rouge, d'un boubou bamiléké noir et blanc brodé, sur un blouson en scaillis marron, d'un pantalon et d'un pagne. Il était un accoutrement. Plus tard, dans un coin de la cellule du commissariat central, le consul général conversait avec le couple des amants blancs, tandis que, dans le coin opposé, Chawa se tassait, se taisait, mais regardait furtivement en direction de ses ennemis. Le consul général jetait de temps en temps un coup d'œil vers le noir, dont le calme l'impressionnait et dont l'attitude féline l'indisposait. Nous vous assurons, monsieur le consul général, qu'il a failli nous tuer. Il faut l'interner. C'est un danger public. C'est véritablement un cinglé. Du coin où se trouvait le noir, une voix s'éleva. Approchez ici, Excellence. Vous verrez les preuves irréfutables de ma citoyenneté. Je suis, comme vos deux interlocuteurs du moment, votre compatriote malgré ma peau noire, et j'appartiens au contre-espionnage. J'ai donc droit à votre protection. D'autre part, je vous prie de bien vouloir prendre des mesures urgentes pour rapatrier cet irresponsable et cette parque dès lors qu'ils savent maintenant qui je suis. Je ne tiens pas à brûler ma couverture et avant qu'ils ne prennent l'avion,
Je vous prie de les isoler des autres humains. J'avais pour mission de faire parler les armes ici. Je dois terminer cette mission sans entrave. Tout à coup apparut dans la main de Chawa un poignard effilé et brillant. Le consul général comprit.